Vous écoutez Passion Frisson, un podcast de recommandations culturelles sur le thème de l'étrange et du macabre. Je suis accompagnée de Kurt. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ça va, je te remercie. Donc, épisode spécial ce soir enregistré en live sur ta page Twitch. Yes. Donc, devant public. Quelle angoisse. Mais non. On va parler, comme tu disais tout à l'heure, de films classiques et de leur remake aujourd'hui. Yes. Donc, Absolument. Très excitée de faire ça. Eh ben oui, d'autant que moi ça a été un plaisir parce que je t'avoue que dernièrement, je dis dernièrement comme s'il s'agissait de ces dernières semaines, mais en fait, ça fait des années que ça dure. J'étais un gros cinéphile pour de vrai. Genre vraiment, j'ai passé des années de ma vie à enchaîner des films, à en regarder plusieurs par jour. Et notamment des films de genre parce que je suis passionné de films d'horreur. Et en fait, j'ai remarqué que depuis quelques années, depuis 5-6 ans, je regarde beaucoup moins de films. Ah oui, Ouais, du coup, c'est très compliqué pour moi de trouver un moment pour le faire. Et là, en fait, j'ai kiffé parce que, genre, vraiment, je me suis calé 2 ou 3 soirées dans la semaine pour me taper des bons vieux DVD en plus. Vraiment, j'ai eu l'expérience intégrale et je me suis tapé, voilà. Donc, 2 films, j'ai pris du plaisir. Et en fait, ça m'a fait me dire que, potentiellement, plutôt que de scroller sur TikTok ou sur Insta certains soirs à rien foutre, je vais peut-être me refaire des bons vieux classiques. Ben oui. Classique, c'est important. Très important. D'ailleurs, il y a sur Amazon Prime beaucoup de classiques disponibles dans l'abonnement. Et je me suis récemment dotée d'un VPN. Et ça ouvre encore plus de possibilités. Ah bah oui, c'est sûr que quand t'es bilingue, par contre, tu dois te faire plaisir, ouais, grâce au VPN. Je sais que toutes les plateformes, du coup, ont des catalogues dédiés à certains pays, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. Donc, cette semaine, j'ai regardé Woman of the Hour. C'est un nouveau film réalisé par Anna Kendrick qui porte sur une femme aux États-Unis qui a participé à un jeu télévisé c'était un dating show dans les années 70. Puis, en fait, sans le savoir, il y avait un meurtrier dans le trio. C'est une histoire vraie, c'est réellement arrivé. La personne, wow. La personne avait tué plusieurs femmes. Et dans le fond, à venir à date, il y avait personne il avait pas été accusé de rien, il y avait pas eu de plainte, les gens avaient juste disparu. Mais ce film-là, j'en ai parlé à tout le monde, puis là, les gens sont revenus vers moi. Je comprends pas, c'est quoi le nom du film? Je le trouve pas. Finalement, je me suis rendu compte qu'il était juste disponible sur Netflix America. Ah, mais oui. Mais je m'en suis pas rendu compte, en fait, là, depuis que j'ai installé le VPN. Je tape le film que je veux regarder dans ma télé, puis ça me le met. Ah, mais c'est quoi? C'est parce que, en fait, tu peux accéder à tout le catalogue Netflix du monde entier, en fait, sans avoir besoin de passer d'un pays à l'autre via ton VPN? En fait, c'est que je me suis mis sur sur mon cell, je le fais en un clic, là. Tu sais, t'as États-Unis, Canada, Brésil. Tu fais juste en un clic, tu refresh ta page, puis t'es rendu avec un nouveau catalogue. Putain, trop bien. Ouais, c'est vraiment cool, en fait, parce que pour Passion Frisson, justement, ça arrive. Je mets toujours les références des films dans la description de l'épisode, puis je me suis rendu compte qu'au Canada, ils ont vraiment réduit les catalogues un peu partout. Je me ramassais à louer les films. Tu sais, à 5$ du film, ça commence à faire beaucoup parce que pour préparer un épisode, je dois regarder entre 6 à 8 films. Puis la plupart étaient pas dans les catalogues parce que les recommandations souvent de ChatGPT ou des blogs, ça va être des blogs américains. Donc bref, je me ramassais à louer tous les films, c'est quand même intense. Donc disons que l'achat d'un VPN en plus d'être sécuritaire, je me sens comme à distorsion, mais bon. Donc en plus d'être sécuritaire, je suis pas commanditée, mais disons que ça m'aide à pouvoir regarder les trucs dont je parle. Ben ouais, moi je passe pour un vieux réac, peut-être. Je vais probablement passer pour un réactionnaire, mais
Et pourtant, en plus, je suis abonné à toutes les plateformes possibles, vraiment, parce que j'ai un forfait. En France, on a un mec génial qui s'appelle Xavier Niel et qui a lancé une offre free, en fait, qui est vraiment pas chère du tout. Et dans son offre, en fait, il offre les abonnements. Enfin, les offres, tu les payes de manière plus ou moins cachée, je pense, mais t'as Netflix, t'as Prime, t'as Canal en France. Je sais pas si tu connais la chaîne Canal en France. Non. Canal+, c'est un peu le Netflix dans les années 80-90, c'était un peu le Netflix en fait de la télé française. C'était une chaîne cryptée, privée en fait, il fallait payer un abonnement pour y accéder. Et ils avaient tout le catalogue cinéma en avance sur les autres chaînes, ils faisaient du sport aussi, enfin bref. Aujourd'hui c'est moins cool, mais ils ont encore pas mal... je crois que les films, 6 mois après leur sortie ciné, ils arrivent sur Canal. Ah, c'est cool. Ouais. Vanny qui dit que Canal c'est pour les riches, c'est vrai. Ouais, c'est cher. Vrai. Mais du coup, c'est ce que je dis. Ouais, c'est très cher. Je crois que l'abonnement, si tu le payes tout seul, c'est plus de 20 €. Mais c'est pour ça que je disais qu'en fait, du coup, Free, en fait, c'est trop bien parce que dans Free, donc t'as Canal, t'as Disney+, t'as Amazon Prime et Netflix gratuits. Voilà. Ah, c'est bon. T'as les versions avec des pubs en fait. Ouais. Donc c'est pas non plus l'expérience optimale, mais c'est gratuit et ça coûte Vanille dit 75 balles. Non, c'est pour de vrai, c'est la meilleure fibre en plus en France, c'est la meilleure offre de fibre et c'est à 45 € je crois. Est-ce que t'es commandité? Non, pas du tout. Certainement pas, j'aimerais tellement. En plus, non, vraiment ils ont une très bonne fibre. Genre, depuis que j'ai emménagé, là, depuis qu'on a acheté, j'ai changé pas mal de fois d'opérateur parce que j'étais jamais satisfait. Pour l'instant, je touche du bois, chez eux, ça se passe très bien. Ouais, Petit Ewak parle de la priorité de la diffusion, ouais, la chronologie des médias, qui est un peu en train d'être bousculée en France, j'ai l'impression, mais qui tient bon pour l'instant. Et effectivement, les films, ils doivent attendre 6 mois avant de sortir en DVD, Blu-ray et sur Canal, enfin, à la télé de manière générale, je crois que c'est plus tard même. À la télé, c'est 1 an. Enfin, bref. Ah. Ben nous je peux louer je peux les louer sur ma télé là, les films qui sont actuellement au cinéma. Il y a beaucoup de films. Ils sont plus chers. Ils sont plus chers par oui. contre là, habituellement c'est comme 5,99 puis sinon c'est comme 20 $ à louer. Post-Covid, je crois qu'il y a eu genre le cinéma s'est un peu cassé la gueule parce que les films sortaient simultanément. Et en vrai, je me souviens, moi je suis fan de science-fiction par exemple, et Dune. Je sais alors je sais pas si c'est aux États-Unis ou en France, mais j'avais entendu dire qu'il était sorti conjointement dans les salles de ciné. Ouais. Et qu'en même temps, il l'avait foutu sur Paramount, il me semble, je suis plus sûr, mais... Mais tu sais, personne n'a Paramount, là. Paramount, ça coûte super cher, c'est une plateforme... Ah ouais? Je comprends, c'est une plateforme très cool, mais je connais personne... Tu sais, il y a un mois gratuit avec Prime, là, mais c'est pas mal tout, là. Je pense pas que personne renouvelle Paramount, là. Non, j'ai pas renouvelé niché. Non plus. Ouais, mais c'est tordu parce que, tu vois, c'est pas Paramount, c'est HBO, je crois, c'est HBO. Genre, j'avais commencé à regarder la première saison j'ai voulu regarder la première saison de The Last of Us. Et du coup, en fait, le premier épisode est gratuit sur Prime, donc moi j'étais trop content, je me suis dit que j'allais pouvoir me taper toute la série. Et à partir de l'épisode 2, en fait, t'es obligé de payer un abonnement pour HBO, ou enfin, bref, c'est de la grosse merde, je suis dégoûté. Ah, c'est chiant. Mais sinon, de quoi on parle aujourd'hui? Bah écoute, c'est simple. Aujourd'hui, 2 grands classiques si on peut qualifier le film dont tu vas parler de film d'horreur, mais en gros 2 grands classiques du cinéma de genre, thriller, suspense, horreur. Donc le premier, c'est Psychose en France, dont tu vas nous parler, et tu vas nous parler aussi du remake. Oui. Donc d'ailleurs, je parle du remake, mais il y en a peut-être eu plusieurs. Hein. Je pense qu'il y a un remake officiel, puis il y a des suites aussi. Ok. Il y a aussi eu la série Motel Bates, que j'ai essayé de regarder le week-end dernier, mais qui est disponible nulle part, sauf sur Paramount. C'était sur Netflix à un moment. Moi, je l'avais regardé sur Netflix. J'ai cherché avec le VPN, j'ai pas trouvé. Mais c'est dans ma liste, dans ma watchlist définitivement là, pour approfondir le personnage de Norman Bates. Apparemment, c'était vraiment une excellente série. Là. Beaucoup de gens me l'ont recommandé. Donc, je vais la mettre sur la tablette en attendant que ça ressorte dans une plateforme normale.
J'avoue que Jeff Bezos pourrait nous rincer, j'avoue. Ben oui, il a déjà été sur Prime. Mais toi, t'appelles ça Bates Motel, du coup. La série, ouais, Bates Motel. Motel Bates, tu l'as appelé, c'est ça? Bates Motel. Ah non, Bates Motel, bah c'est moi, je dis n'importe quoi. Sorry. Du coup, oui, excellente série, excellent film. Moi, de mon côté, je vais parler de Massacre à la tronçonneuse, le film original de Toby Hooper, et de son remake qui a été réalisé dans les années 2000. Et vu que moi, j'ai beaucoup moins bien préparé ma vidéo que toi, je crois que c'est 2005, 2004. Ouais, c'est dans ces eaux-là. C'est des sons. Bon, écoute, je verrai sur internet tout à l'heure quand j'en parlerai. Je vois que c'est produit par Michael Bay, ce que je savais pas du tout. C'est incroyable. J'ai vu ce film au cinéma avec mes amis et j'ai adoré. Le remake, tu veux dire? Ouais. Après, oui, si t'avais vu l'original, t'aurais à peu près 70 ans aujourd'hui. Oui. Je suis vieille. Ouais. Mais il a l'air d'avoir eu un remake. Pourquoi ça dit 2022? Il y a eu un remake. 2022? Je sais qu'il y a... En fait, c'est une série, c'est une saga qui a vécu avec beaucoup de sorties de films en direct ou DVD, tu sais. C'est 2003. Mais 2003. Ouais, donc ça a 21 ans en vrai. Voilà, ça pique. Nous sommes des vieux croutons. Ouais, je crois que je l'ai vu. J'avais pas été le voir au cinéma, mais j'étais largement en âge d'aller le voir au cinoche. 2003, j'avais... Putain, j'avais 18 ans. Bon. Bref, est-ce que tu veux commencer par nous parler de Psycho? Oui, définitivement. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? C'est ça la question. Je suis prêt. OK. Donc, le film Psycho, c'est inspiré d'un film. Que dis-je? C'est inspiré d'un livre de Robert Bloch. En tout cas. Ouais, c'est... moi, je dis Robert Bloch aussi. Mais je pense que c'est un accent Bloch. affreux. Ça sent comme... Ça sonne un peu allemand, donc peut-être Bloch. En tout cas, ça. Et dans le fond, Alfred Hitchcock a acheté les droits de ce livre pour une poignée de sous et a fait un film qui s'appelait Psycho, le même nom que le livre, en 1960. Donc c'est un très vieux classique. On sort à peine du cinéma des années 50. Là. C'est tout à fait révolutionnaire comme film. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Donc ce film-là met en vedette Janet Leigh dans le rôle de Marion et Anthony Perkins qui a été connu principalement pour son rôle de Norman Bates, qu'il a repris à plusieurs occasions dans les suites, et pour pas grand-chose d'autre, malheureusement pour lui. Je pense qu'il y a le syndrome de l'acteur pris dans un rôle, on pourrait lui attribuer ça. Donc, il y a aussi d'autres acteurs qui sont jamais mis de l'avant, mais qui sont aussi présents dans le film, sinon plus que Marion, parce qu'on va deviner pourquoi dans pas très longtemps. Mais il y a l'actrice Vera Miles, qui joue la sœur de Marion, et John Gavin, qui joue le rôle de Sam. Donc, il y a eu un remake qui a été fait en 98 par Gus Van Sant, dont je vais vous parler tantôt. Donc là, c'est pas considéré comme un film d'horreur, effectivement. C'est plus un thriller d'horreur. Thriller horrifique. Surtout, dans ces années-là, ça devait être considéré comme un film d'horreur parce que dans le paysage filmographique, il n'y avait pas grand-chose d'aussi épeurant, disons. J'en profite juste avant, excuse-moi, je suis désolé, je te coupe. Dans le chat, dites si vous l'avez vu ou non. Histoire qu'on sache jusqu'où on peut aller dans les révélations, parce que c'est un film avec un gros twist, avec deux bons gros twists, disons. Quand on revisite un des classiques, on se dit, c'est un film de 1960, donc est-ce qu'on peut spoiler? On s'est posé la question, c'est quand même un élément clé de
de l'histoire. Donc, pour les auditeurs qui sont sur le podcast actuellement, si vous n'avez pas écouté Psycho, on vous invite peut-être à attendre de l'avoir vu avant de continuer. Bon, donc ici, on nous invite à y aller de façon fluide, étant donné qu'on avait quand même annoncé qu'on revisitait des classiques. C'est sûr, quand on revisite des classiques, c'est pas comme des recos. Donc, on va se permettre peut-être d'aller sur la ligne du spoil. Alors, c'est un thriller d'horreur. Ça dure 109 minutes, donc c'est pas un film qui est extrêmement long, c'est assez court. Et ça explore divers thèmes, dont l'isolement, la santé mentale, les relations mère-fils, le matricide, pardon, c'était le spoil, la culpabilité et la dualité humaine. Donc, ce film-là est connu pour avoir été un précurseur du genre slasher. Je me suis demandé si c'était le premier slasher, mais non. En fait, ça arrivait beaucoup plus tard, les slashers classiques, là, justement dans les années de ton film, dans les années 70, mi-années 70. Donc, ça a été comme un précurseur dans le genre parce que on avait là un tueur en série avec un couteau puis tout ça là, donc mais ça n'a pas le format classique d'un slasher parce que on a une histoire, un background par rapport au personnage qui est un petit peu trop poussé pour un slasher. Quoique il y a des exceptions à ça, on y reviendra. Donc c'est un film qui est iconique maintenant. Puis, il y a certaines scènes qui ont été reprises, imitées, parodiées dans la culture générale. Ça fait maintenant partie de la culture générale, pas juste en cinéma. Notamment la fameuse scène où la pauvre Marion se fait tuer dans sa douche. Qui est même si vous savez pas c'est quoi ce film-là, c'est sûr que cette scène-là, vous l'avez vue. Donc, c'est une scène dans laquelle il y a des violons qui font des sons stridents et dans laquelle on voit quelqu'un poignarder une femme dans une douche. Tout le monde a déjà vu ce segment-là. D'ailleurs, on va retrouver plusieurs tropes du genre slasher dans ce film-là. Comme je dis, c'est un précurseur, donc il y a quelques trucs qui sont standards, comme par exemple un tueur au couteau, des oiseaux noirs style corbeau qu'on retrouve souvent dans les films d'horreur, un manoir inquiétant, un motel abandonné, tu sais, d'un endroit abandonné, il y en a dans plusieurs films d'horreur, une jeune femme sans défense, etc. Donc, le synopsis de Psycho. Je vous lis. Je me suis inspirée de Vanny. Vanny, tu m'as inspirée. J'ai adopté mon style d'écriture nonchalant ce soir. Ah. Le compliment. Vanny, oui, mais c'est un compliment. C'est un compliment. C'est un compliment. On aime. Donc, je vous lis. Marion Crane, une jeune secrétaire d'un bureau immobilier en Arizona, s'est amourachée d'un homme non disponible, du nom de Sam. Elle dérobe une grosse somme d'argent à son employeur, qui lui avait confié la tâche d'aller porter le butin à la banque, et prend la poudre d'escampette dans l'espoir d'une vie meilleure. Fatiguée de la route, elle décide de s'arrêter au Bates Motel, en Californie. D'apparence un peu délabrée, mais assez éloignée de la route pour ne pas se faire prendre, elle décide d'y passer la nuit. Elle sera accueillie par le très bizarre Norman Bates, un homme qui a pour hobby la taxidermie d'oiseaux. C'est très spécifique. Ce dernier semble vivre une vie bien seule, sous l'emprise et le contrôle de sa mère, qui vit dans le manoir en bordure du motel. Attention, spoilers. Lors de sa première nuit au motel, Marion se fait violemment assassiner par une personne à l'allure mystérieuse, alors qu'elle prend une douche. Son employeur ayant fini par réaliser qu'elle s'était sauvée avec l'argent, contacte sa sœur Lila, qui démarre une enquête de son côté avec Sam, l'amant, et un détective privé chargé de ramener l'argent. Sam et Lila seront amenés à rencontrer Norman et sa mère Norma et découvriront de bien sombres secrets. La scène finale est un rebondissement incroyable. Spoiler, la mère est morte depuis des années, puis c'est Norman qui tue tout le monde. Voilà, c'était ça. C'était pas juste un synopsis, c'était l'histoire au complet. Vanny dit attention spoiler quand tu parles de la mort de Marianne, mais en vrai,
C'est vrai que quand on connaît bien le film, genre on peut se dire, enfin quand on connaît pas le film et qu'on entend ton synopsis, on se dit bon bah c'est une histoire de meurtre basique. Sauf qu'en fait quand tu connais pas le film, que tu le regardes pour la première fois, la force du film d'Hitchcock, en fait de son film, une des forces en tout cas parce que il y a son film est culte pour plein de raisons, mais c'est qu'en fait les 30 premières minutes du film sont consacrées, enfin sont vues du point de vue de Marianne en fait. Oui. Tu suis ses péripéties, tu te dis qu'en fait, bah, ça va partir sur une course-poursuite, et cette histoire de vol d'argent, et en fait... Ça a l'air d'un truc de vol de banque, là. Absolument, elle arrive à l'hôtel, l'ambiance change, mais tu te dis, bon voilà, ok, il y a un changement d'ambiance, mais c'est l'héroïne, et son histoire doit continuer, il faut que son histoire, en fait... faut que son histoire ait une finalité, et en fait, effectivement, au bout d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure, je crois que ça dure pas 3/4 d'heure, peut-être pas, mais au bout d'une demi-heure, elle se fait tuer dans la salle de bain, et jusqu'au dernier moment, t'es convaincu que c'est... Enfin, qu'elle est pas morte, en fait. Voilà, qu'elle peut pas mourir. C'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais des deux autres acteurs, là, Vera Miles puis John Gavin, parce qu'en fait, une fois que Marion meurt, ben, elle est morte, là, je veux dire, c'est les autres qui font l'enquête, en fait, puis finalement, c'est... Sans être les héros du film ou les personnages d'avant-plan, ça reste qu'ils sont plus longtemps dans le film que Marion. Oui. Donc, tu sais, ils les appellent les acteurs de second plan, ils les appellent les acteurs de soutien, mais en fait, c'est presque plus les acteurs principaux. Pour moi, c'était, en tout cas, à l'époque, c'était un choc. De la voir mourir, en fait, je me disais, bah, ok, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite? Alors, évidemment, le film est plein, notamment, il y a le twist final, en fait, qui est qui est renversant. Mais oui, le film, il est plein de super bonnes idées. Et Vanny a raison, la maison, il faut qu'on en parle. Oui. La maison qui est dans les studios Universal que t'as vu? Que j'ai visité. C'était trop... Enfin, j'ai pas visité la maison à proprement parler, mais il y a... En Californie, au studio Universal, il y a un tour, en fait. Et pendant le tour, tu passes devant les décors, en fait. Tu passes devant le Bates Motel. Et t'as une petite colline surplombée par la maison. Et tu vois ça d'assez loin. Et en fait, bon, c'est assez petit, finalement. C'est un vrai décor de cinéma. Donc, c'est toujours plus petit que tu le penses. Mais j'étais super impressionné parce que Psycho, c'est un de mes films cultes, en fait. Et pourtant, c'est le seul film... Je crois que c'est un des rares films de Hitchcock que j'ai vu pour mon propre plaisir et pas un truc où on m'a traîné ou à l'école ou une cassette qu'on a passé au collège. Vraiment, je crois que c'est le seul Hitchcock que j'ai vu vraiment volontairement et pour lequel j'ai pris vraiment du plaisir, quoi. C'est un excellent film, puis il y a même, tu sais, on le sait, Hitchcock, on le sait. On le sait pas, là, je vais le dire, peut-être que vous le saviez, mais Hitchcock aime beaucoup faire des petits Easter eggs dans ses films, c'est-à-dire qu'il aime bien laisser des signes et des indices de ses autres films et même de lui-même dans tous ses films. Donc, Alfred Hitchcock fait des caméos dans tous ses films. Donc, dans Psycho, on le voit dans une des premières scènes à travers la fenêtre de l'endroit où Marion travaille avec un chapeau. Et quand Marion arrive à la réception de l'hôtel, puis il y a une scène vraiment bizarre avec beaucoup de silence dans laquelle Norman Bates fait un sandwich à Marion et elle le mange et c'est super silencieux et c'est super étrange. Elle se met à regarder autour d'elle puis elle se rend compte qu'il y a plein d'oiseaux. Donc, un bon callback à Birds de Hitchcock ici. Les oiseaux en français. Ouais, les oiseaux. Donc, c'est celui que j'ai remarqué parce que je peux pas dire que j'ai vu les autres, mais tu sais, dans les autres films qu'il a fait, il y a Vertigo aussi, là, qui a probablement des callbacks dans Psycho. Donc, parce qu'il a été fait quelques années avant. Mais c'est vrai que j'ai le coffret, j'ai un super coffret à la maison qui appartient à ma meuf qu'elle avait bien avant qu'on se rencontre. Que j'ai hâte, en fait, que, tu vois, depuis qu'on en a parlé, depuis que tu m'as parlé de Psycho, en fait, j'ai hâte de m'y mettre. Je sais qu'il va me falloir peut-être, tu vois, 1 ou 2 films pour me mettre dedans parce que c'est des films, en fait, qui sont innovants pour leur époque. Comme un Orson Welles, par exemple. Enfin, c'est vraiment des films qui ont innové et qui ont permis au cinéma, en fait, d'évoluer.
Mais c'est quand même des films qui ont 60 ans pour la plupart, voire plus. Ils peuvent être ennuyeux pour un œil non averti, là, c'est sûr. Moi, j'ai des mauvais souvenirs de La mort aux trousses. Oui, c'est ça. La mort aux trousses, c'est quoi? C'est lequel? La mort aux trousses, écoute, je pourrais plus te raconter l'histoire du film exactement parce que je sais pas, c'est un film pour lequel on m'avait traîné au collège au cinéma, dans un cinéma d'exploitation, et on l'avait vu, et en fait, juste, je me rappelle d'une scène avec un de ses acteurs fétiches, c'est Gary quelque chose, qui est poursuivi par un avion, tu sais, qui balance des pesticides sur un champ, et c'est ça, c'est un mec qui court, absolument. Et c'est North by Northwest, c'est ça en anglais? Ok, c'est La mort aux trousses en français. Et du coup, La mort aux trousses, ok. Encore un exemple de film traduit n'importe comment. Mais bref, je cherchais c'est quoi, c'est lequel? Ok, c'est bon. Donc puis, en fait, est-ce que tu conseillerais aux gens qui connaissent pas Hitchcock de commencer par exemple par Psycho? Je sais pas. Je me souviens pas qu'est-ce que j'ai vu en premier. Moi, j'ai fait dans mes options de cours, j'avais cinéma, donc j'ai les classiques à analyser, je les ai vus dans le cadre de ces cours-là. J'ai pas vu nécessairement dans l'ordre. Mais pourquoi pas. North by Northwest, je pense que celui-là, je l'ai vu dans le cours de cinéma. Puis Psycho, on avait analysé la technique de caméra et de montage pour la scène de la douche, parce c'est pour ceux qui savent pas, il y a 70 prises de vue en 45 secondes. Wow. Fait que c'est vraiment de montage super rapide. C'est vraiment très structuré. C'est alimenté aussi par les violons. C'est vraiment une scène clé. Puis au niveau du cinéma, comme il y avait rien qui ressemblait à ça, jamais dans le cinéma, là. Ça a été vraiment comme les gens, c'est devenu une scène classique pour les étudiants, là. Et puis elle est forte en termes de suggestion aussi, parce que c'est un film, c'est une scène en fait que tout le monde connaît, que tout le monde a l'impression d'avoir vu. Moi j'ai été, après avoir vu le film une première fois, des années après, je m'étais convaincu qu'on voyait en fait le couteau pénétrer la victime, qu'il y avait vraiment des scènes de déchirement, de pénétration de couteau, et il y a rien en fait. C'est de la suggestion, et en fait c'est tellement bien suggéré que ton cerveau fait le reste du taf en fait, et que tu complètes la scène. Et il y a très peu de films qui arrivent à faire ça en fait. Tout à fait. Puis en fait, c'est que c'est tellement serré. Le montage est tellement serré. Donc, c'est vraiment des plans de vue très, très courts qui ont été assemblés ensemble, qu'effectivement, l'espace est tellement petit à remplir par le cerveau qu'il arrive à le faire. T'as pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, là. Ça se passe très, très vite. Puis c'est vraiment très intéressant, là, au niveau de la technique, en fait. Puis imaginez, tu sais, je veux dire, pour pas qu'on voit tout l'équipement, il y avait toutes sortes de prises de vue autour. Ça a été filmé de plein d'angles différents. Ça a pris 7 jours de tourner cette scène. 7 jours de tournage. Wow. Ouais, une scène de 45 secondes. Ouais. Mais c'est un peu l'apothéose du film, en fait, même en termes de rythme et tout, parce que le film est très lent, il met beaucoup de temps à se mettre en place. Oui, tout à fait. Le reste du film avec l'enquête, pareil, le rythme est vraiment extrêmement lent. Et du coup, t'as vraiment ce moment, mais d'une violence inouïe, très rapide, très cut, comme tu dis. Et effectivement, maintenant que tu le dis, je me souviens de ces plans et du violon. Donc c'est vraiment le point. Ouais. Oui, je veux dire, cette musique-là, elle est iconique. Cette musique-là, en fait, tu dis film d'horreur. En fait, c'est qu'on le fait même avec notre bouche. Quand on fait une imitation d'un meurtre, c'est la musique qu'on va faire avec notre bouche, genre. C'est littéralement, c'est un classique, là, le film. Pour ça, puis en fait, c'est que les gens, des fois, ils se rappellent pas que c'est de là que ça vient. Tellement c'est rendu dans la culture populaire, là. Mais ouais, je me tâte à passer la musique du film. J'ai peur que ça nous pose des soucis. Mais effectivement, c'est une musique qui marque beaucoup, qui reste dans la tête. Un peu comme celle des Dents de la Mer, en fait. C'est des musiques qui sont restées.
et qui représente maintenant, c'est presque gaguesque en fait, qui représente le genre. Ah non, moi je fais des bruits de couteau, mais c'est trop bien. Oui. Et d'ailleurs, la Marianne, l'actrice, je sais plus comment tu m'as dit qu'elle s'appelait, c'était Catherine Lee, c'est ça? Janet Leigh. Et c'est la mère c'est la mère d'une actrice qui est très connue aux États-Unis. C'est la mère de, évidemment, ça va pas me revenir tout de suite, alors que je suis fan en plus de ce film. Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. C'est la mère de Jamie Lee Curtis, qui plus tard fera aussi Halloween, genre qui est 15 ans après, considéré comme Bruce un Lee. des premiers slashers. Qui est absolument, je voulais en parler tout à l'heure, mais je voulais pas t'interrompre. Ah non, Qui est mais c'est considéré correct. comme un des premiers slashers, effectivement, ouais, tout à fait. Puis en fait, Jamie Lee Curtis a changé l'écriture de son nom pour un L-E-E. Alors que sa mère, c'est Lee, L-E-I-G-H. C'est comme ça qu'on prononce son prénom. Mais pour faciliter la lecture, puis le faire comme un genre de nom, un second prénom, elle a changé pour Lee, L-E-E. Fait que, elle a quand même le nom de sa mère dans son nom. Voilà. Ouais, Bruce Lee. Ouais, ils sont tous de la même famille. Spike Lee, allez, c'est parti, tous les Lee. Mais, écoutez, non, mais ça a fait un tabac. Ça a fait un tabac au cinéma pour toutes sortes de raisons, ce film-là, quand c'est sorti. Parce que, déjà pour commencer, il y a le budget, que Hitchcock a financé son film lui-même pour avoir un plein contrôle. 800 000 $ en 60. Et il a généré 32 millions. C'est énorme. Wow. C'est Combien énorme. t'as dit le budget? J'ai pas entendu le budget 800 000. initial. 800 000. C'est un braquage. Ouais. Ça a gagné 4 Academy Awards aussi, comme film. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu disons, il a vraiment essayé de conserver. Il avait peur des spoilers, Alfred Hitchcock. Très peur. Il voulait absolument conserver le suspense pour les spectateurs. Donc, il a pas fait de première médiatique pour Psycho. Parce que il voulait pas que ça se rende aux oreilles des téléspectateurs. Puis, il faisait des avertissements comme quoi il fallait absolument pas parler de la finale du film. Parce que c'est sûr qu'une fois qu'on connaît la finale du film, notre vision est un peu biaisée du reste. Donc, on n'a pas le même... C'est pour ça que quand on fait une réécoute, on n'a pas tout à fait la même vision du film que la première fois. Voulez-vous qu'on parle des trucs innovants? Allez, avec plaisir. Après, j'aurai des questions pour toi. D'accord. Tantôt, il y a Vanille qui disait, est-ce que ça a été censuré? Non, parce que justement, il n'y a pas vraiment de scène très explicite dans le film. Mais il a reçu des critiques mitigées. Les gens trouvaient quand même, tu sais, malgré le fait que pour nos yeux avertis d'aujourd'hui, ça paraisse comme soft, c'était pas très soft comme sujet. L'ensemble des sujets abordés dans le film était pas très soft. Puis la santé mentale, c'était vraiment quelque chose de tabou. C'était extrêmement tabou. Il y a d'autres choses qui étaient tabous aussi dans le film. Par exemple, c'est la première fois qu'on voyait une toilette dans un film. Ah ouais? Ouais, genre une toilette, là, comme le bol de toilette. Donc ça a fait réagir aussi. Ce serait très puritain, là, les États-Unis des années 50, très réservés par rapport à ça, la toilette et tout ça. Donc, puis le premier film où on a vu quelqu'un aller à la toilette, c'est le film avec de Nicole Kidman puis Tom Cruise là avec le film posthume, enfin pas posthume, oui. Mais oui, je vois. Lui. Merde. J'allais dire Vanilla Skies, mais pas du tout. J'ai juste Requiem for a Dream dans la tête, mais c'est pas ça, mais c'est à cause des masques. Hayward, oh là là, non, s'il te plaît, aide-moi. Avec les masques. Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, oui, c'est ça, Eyes Wide Shut. Vanille va se foutre de ma gueule de ouf. Puis c'est arrivé tellement plus tard, comme ça a pris tout ce temps avant qu'on voit la première toilette, puis la première personne qui va à la toilette. C'est sorti genre en 99, là, Eyes Wide Shut, je pense.
Ouais, exactement. ça J'avais la a date sous les pris yeux. presque 40 ans. C'est fou, là! Bah, en fait, c'est dingue que, en fait, c'est vraiment cette dichotomie aux États-Unis. Moi, c'est un truc qui me fait vraiment à chaque fois hurler de rire, mais c'est culturel, en fait. Donc, y a pas de raison de se moquer, au fond, mais c'est en fait, on est sur un film qui met en scène une femme qui se fait tuer à coups de couteau. Ouais. D'un homme qui a profané le cadavre de sa mère. Et en fait, les gens sont ouf parce qu'il y a des chiottes. Donc, Ouais. en vrai, non, en vrai, c'est hardcore. Ouais. L'action magnifique de Kurt. Non, j'ai pas fait exprès. Je fais pas Mais non, exprès, mais- le pauvre. En fait, il y a deux effets. Il y a l'effet, genre, déjà, j'ai un accent de merde. Et il y a l'effet, il y a Vanille dans le chat. Et je suis en train de parler à Xara, qui parle très bien anglais. Du coup, en fait, je me chie dessus dès que je dois prononcer un truc en anglais. Donc, vraiment, faites pas attention. Mais déjà, de base, j'ai pas un accent génial, effectivement. Mais on te pardonne. On t'aime quand même. C'est gentil. Sinon, tu sais, l'utilisation de techniques de montage ultra rapide, c'était pas non plus super commun. Puis ça a été utilisé à plusieurs occasions par la suite là, pour créer la tension. Bon, c'est ça. Ça fait que dans la scène de la douche, on peut imaginer la violence sans la voir. Puis la musique aussi est devenue complètement iconique. C'est la première bande son dans laquelle il n'y avait que des violons. Il y a rien d'autre que des violons dans la bande son. Et même qu'il y a tout le long du film, là, dans le fond, dans les premières scènes et tout, il y a une petite bande sonore, une petite trame sonore très classique des films des années 50 qui joue dans le fond. Chose qui n'a pas été reproduite dans le remake, là, on va voir. Donc ouais, la trame son qui a été travaillée par Bernard Herrmann n'a utilisé que des violons. Les violons grinçants ont par la suite été utilisés vraiment de façon intense dans les films d'horreur. C'est devenu un classique. Et comme je vous ai dit tantôt, la scène de la douche a pris 7 jours et ça a malheureusement traumatisé l'actrice Janet Leigh, qui ça a été long s'en remettre de cette scène-là. Quand elle est retournée à la maison, elle avait de la difficulté à juste prendre une douche normalement. Elle faisait le tour de sa maison, elle barrait les fenêtres, barrait les portes. Elle est devenue hyper vigilante, paranoïaque. Bon, en plus, Hitchcock, je sais pas s'il y a des doses qui sont sorties sur Hitchcock en tant que réalisateur. Ça m'étonnerait pas. Cela dit, je pense pas. J'ai pas entendu de dossier, mais ça devait pas être un réal très empathique. Et je pense qu'à l'époque, en plus, les films, il y avait pas de, tu sais, t'avais pas de. Alors, au cinéma, c'est pas des sensitive riders, mais c'est des. Il y avait personne sur le plateau en fait pour accompagner les acteurs, les actrices, les protéger émotionnellement en fait. Et oui, puis dans la nudité d'ailleurs, tu sais, c'est sûr qu'on est dans un monde. Tu sais, le cinéma dans les années 60, là, on est en 60 piles. Fait que, tu sais, le film a peut-être été tourné en 59, là, j'ai le goût de dire, on est vraiment dans un monde d'hommes, là. Le cinéma, à ce moment-là, les actrices, ils ont pas beaucoup de choses à dire dans la façon que les choses se passent. Les gens disent dans le chat que c'était pas quelqu'un de très propre, ouais. Je suis pas étonné. Hitchcock, ça? Ouais, à première vue. Moi, j'avais entendu des trucs, mais j'en sais rien. Après, on va pas le défoncer. Ça m'étonne pas vraiment. Ça m'étonne pas vraiment, mais tu sais, je veux dire, les réalisateurs dans ce temps-là, j'ai goût de dire, ils se prenaient un peu pour Jésus, là. Oui, c'est ça, qui évoque les coordinateurs d'intimité, exactement. Ouais, coordinateur d'intimité, merci. Mais du coup, ouais, c'était une époque où le cinéma était fait avec, et j'en parlerai tout à l'heure avec dans Chainsaw Massacre, en fait. Chainsaw Massacre. Allez, Massacre à la tronçonneuse, c'est bon, j'arrête. Tu peux le dire en français, Avec Massacre à la tronçonneuse, pareil, à l'époque, il n'y avait pas de syndicats. Enfin, il y avait déjà des syndicats, mais les acteurs étaient très mal protégés. Les acteurs étaient pas des professionnels en plus à cette époque. Alors, pas dans le film, il y avait des acteurs professionnels. Déjà, Hollywood était déjà une entité bien placée, il y avait aucun problème là-dessus. Mais beaucoup des petits films d'horreur ou de genre en fait qui ont percé dans ces années-là étaient des films qui n'étaient pas voués à être distribués à très grande échelle. Parfois, il y a des succès qui sont totalement inattendus. C'est le cas de Massacre à la tronçonneuse, du coup. Mais je veux dire, voilà, ces films-là, ils étaient innovants, ils étaient précurseurs, mais on fait pas d'omelette sans casser des œufs, quoi. Et je pense qu'il y a des acteurs et des actrices qui ont vraiment dû se péter la gueule. Oui, puis tu sais, c'est arrivé à plein d'occasions, des acteurs qui sont pas remis là, de leur rôle là, parce qu'ils étaient pas super protégés, puis il y avait personne sur le plateau pour nécessairement les
Les prendre soin bâtards d'eux sur dans l'accent. les scènes difficiles. Là. Mais bref, j'ai d'autres trivia. Mais vas-y. Mais dans le film est en noir et blanc, n'est-ce pas? Oui. Et il y a pas de sang, il y a pas de faux sang, il y a pas de sang. C'était du sirop de chocolat. Ah, c'est marrant. Mais, Oui, j'avais failli. mais encore une fois, notre cerveau peut très bien s'imaginer que c'est du sang parce que c'est noir et blanc. Ouais, c'est vrai que j'ai le souvenir de sang qui s'évacue dans les canalisations. En fait, c'était du chocolat, tout simplement. Ouais, exact. Ben dans l'original. Là. Oui. Et saviez-vous que le personnage de Norman Bates en fait, celui du livre, a été inspiré par Ed Gein. Ed Gein, le tueur en série? Ed Gein. Ed Gein. Là, c'est marrant parce que il a inspiré beaucoup de films. Oui, ben on s'entend, il est fou. Mais c'est qu'il y avait surtout une obsession avec sa mère, des tendances macabres et tout ça, donc ça s'est reflété dans Norman Bates. Par contre, Hitchcock, lui, quand il a fait le film, il a décidé qu'il y a plein de trucs qu'il allait pas mettre parce que il voulait que le film soit de bon goût et il voulait pas trop faire réagir. Tu sais, on s'entend, c'était fait pour être grand public, alors qu'un livre de ce type-là, c'est pas grand public, c'est niché, c'est des gens qui sont déjà un peu public avertis qui vont aller lire. Puis maintenant, ça a évolué, mais dans ce temps-là, c'est vraiment, il y avait des trucs réservés au cinéma, puis il y avait des trucs réservés aux livres. Là. Le niveau de détail était pas le même, puis visuellement et explicitement à l'écran, c'était beaucoup moins marqué, la violence, le sexe, etc., que dans les livres. Oui, je sais pas si tu l'as lu, le livre de Robert Bloch, du coup. Non, j'ai pas eu le temps. Non. Moi, je l'ai dans ma pile à lire et il faudrait que je le tente, un de ces 4. Ouais, hein? Ben, Mais ouais. c'est mon prochain step. Avez-vous remarqué que dans Norman Bates, il y a le nom Norma Bates? Et Norma, c'est... Ce qui veut dire... Norma, c'est sa mère. Ce qui veut dire que Norma est dans Norman. Tu veux dire que depuis le début, les indices étaient sous-nommés? J'ai plus de trivia sur l'original. C'était ce qui concluait mes petits faits divers. Mais tout ça pour dire 4.5 sur 5, film délicieux, j'ai beaucoup aimé. Je le regarderai encore. C'est nostalgie plus. Film super innovant. C'est comme quand je regarde 2001 Odyssée de l'espace puis que je me dis je peux pas imaginer que ça a été fait en 67. C'est même genre de film où je me dis je peux pas croire qu'ils ont été aussi loin dans certains concepts. Tu sais, l'esthétique noir et blanc, ça se prête super bien, c'est classique, j'ai adoré. Un excellent film. Je ne peux pas en dire autant du remake, par contre. Waouh. Malheureusement. Eh ben vas-y, parce que moi j'ai vu les remakes quasiment dans la foulée de l'original. À une époque où j'avais accès à beaucoup de films qu'on pouvait télécharger tranquillement. Je crois qu'on peut... Aujourd'hui, j'arrive plus à télécharger, c'est ouf. Mais bref, du coup, je les ai vus consécutivement. Et la sensation que j'ai eue, c'était, en fait, c'est le même film, en couleur, avec juste une scène un peu plus évocatrice... T'en parleras peut-être, mais dans les ajouts. Mm-hmm. Mais la scène où il regarde à travers l'œillet, voilà, il y a des... Enfin bon. Mais c'est le même film, en fait. Techniquement, c'est le même film. Ouais. En fait, vas-y. Tu peux y aller. Dans le fond, là, Gus Van Sant, qui est connu principalement là, pour son excellent film Elephant, qui a fait ce film-là en 98. Juste pour repère, le film a coûté 60 millions. Et il en a aussi généré 32. Donc, un flop. La malédiction. Ils sont pas du tout rentrés dans leur argent. Perdu beaucoup d'argent. Ça a pas du tout fait l'approbation générale du public. Puis, personnellement, je l'ai pas trouvé très bon. Je vous explique. Donc, autant que le premier film était un classique en noir et blanc, avec la musique de fond un petit peu toujours dans les scènes, il y avait une certaine nostalgie, un certain style, ça rend le tout très bon, très ficelé, très cohérent. C'est un tout très cohérent, c'est un Hitchcock. Mais on dirait que là, le fait que le film soit en couleur, on dirait que ça a perdu de la saveur. C'est étrange à dire, mais d'enlever le côté classique de ce film-là, on dirait que ça lui fait perdre des plumes.
Oui, je parle bien de 60 millions de dollars pour le remake de Psycho. Des dollars. Des dollars américains. Donc, pour les acteurs, c'est Anne Heche, en tout cas, elle, qui est Marion. Je dirais qu'elle rend quand même justice au personnage, un peu candide, blonde. Bon, elle reflète tout à fait l'espèce de femme un peu émancipée qu'on a tenté de recréer. Par contre, autant Marion, c'est un personnage qui est censé être une femme émancipée avec des envies de grandeur, autant on dirait qu'en 98, c'est juste normal d'être comme ça. Donc, il y a moins un peu ça punch un peu moins. Ensuite de ça, dans le rôle de Norman Bates, on a Vince Vaughn. Non. Oui. Non. C'est vrai. Non. Juste non. Très mauvais choix. Drôle de choix. J'avais oublié. Et bien là, en fait, c'est qu'en le regardant jouer, je me disais, s'il y avait eu à cette époque-là, parce que là, il est rendu vieux, là, mais s'il y avait eu à cette époque-là un remake de Shining, il aurait été un excellent Jack Torrance. Mais il fit ça, pour moi, avec ce que je m'imagine d'un Norman Bates. Après, les deux sont des bellâtres, hein. Disons que c'est la même catégorie d'acteurs, mais effectivement, y a pas mais tellement Vince de Vaughn, ressemblance, non. je trouve. Non, mais il y a pas de profondeur dans ce rôle-là. Ça va pas. Genre, on dirait que c'est vraiment weird. Puis d'ailleurs, Vince Vaughn l'a dit à plusieurs moments, il doutait, il était pas sûr de comment aborder le personnage, il se retrouvait pas trop dans ce rôle-là, puis ils ont quand même décidé de lui laisser, de lui donner. C'est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont allés avec un choix, un dernier choix. C'est plate, mais c'est vrai. Ensuite de ça, il y a Julianne Moore, quand même, qui est la sœur de Marion, Lila, qui est excellente dans le rôle, un excellent upgrade. D'ailleurs, ils ont compris que c'était un rôle quand même important. Elle est là plus longtemps que l'autre, finalement. Donc, ce personnage-là ressort particulièrement. C'est un bon casting, à la fois, tu sais, rigoureuse dans son enquête et super féminine. Ça fit au bout avec le personnage. Et finalement, attention, le Sam, l'amant, c'est Viggo Mortensen. Oui, wow. Aragorn dans Psychose. Ah, mon Dieu. Très bof, très très bof. Mais lui, c'est la malédiction parce qu'en fait, ce pauvre gars, à chaque fois qu'on le voit dans un film, en fait, c'est Aragorn qui joue dans. Il a fait des super films, notamment, il a fait 2 films. Alors je dis récents, mais en fait, je vieillis et je me rends pas compte. Des films qui ont 20 ans, des films avec 2 films de Verhoeven. History of Violence, il me semble, et l'autre je sais plus c'est lequel. Mais bref, et en fait, c'est un superbe acteur, mais je peux pas m'empêcher. À chaque fois que je le vois dans un film, c'est Aragorn. Bah ouais. Et c'est dommage de ouf en fait. Bref, c'était pas un bon choix. Donc, pour l'exercice de style, Gus Van Sant a décidé qu'il faisait un plan par plan de l'original. Donc, c'est un concept. C'est un mood. Ça peut très bien fonctionner. Mais c'est qu'en fait, il a repris vraiment le film original en utilisant de très, très, très près les mêmes techniques cinématographiques que l'original. Il a repris le script aussi. Puis il a adapté certains éléments pour rendre le contexte un petit peu plus actuel. Fait que pour les éléments qui sont similaires à l'original, je vais vous dire pas mal tout. Pas mal tout est similaire. J'ai vraiment eu une petite impression de déjà vu, là. Donc, pas mal le même film. Puis, ce que je trouve dommage, c'est que là où Psycho était innovateur en 1960, c'est moins le cas en 98. Comme je disais, une femme indépendante qui souhaite s'affranchir du regard de l'homme et vivre sa propre vie en 1960, c'est comme wow! En 1998, c'est comme mais. OK? Le concept même de Marion qui décide. C'est bizarre. C'est moins frappant, disons. Ça n'a pas le même effet. Puis c'est ce qui, à mon sens, va rendre le remake plus fade que l'original. C'est que là, on l'a actualisé, on l'a colorisé, on l'a mis dans un contexte de presque 2000.
on dirait que les thèmes résonnent moins bien dans ce contexte-là. Mais c'est sûr que l'histoire, le script est toujours excellent. Je veux dire, l'histoire, la trame narrative... Oui, l'histoire a pas changé, en vrai. Non, mais c'est le rendu qui est moins... tu sais, en tout cas. Fait qu'il y a quelques scènes qui ont changé, là. Les scènes sont beaucoup plus explicites plutôt qu'implicites. Donc, peut-être que ton souvenir de la scène de la douche avec du sang et le corps... En fait, et c'est dans le remake qu'on va voir le corps de l'actrice qui est mutilé, alors que dans l'original, non. Mais ici, Anne Heche, on la voit, on voit pas ses parties intimes ou quoi que ce soit, mais quand même ses épaules, son visage, sa main. Voilà, donc il y a quand même un petit peu plus d'explicite ici. La scène du début où ils sont au lit, alors que dans le premier, ils sont comme en train de se rhabiller quand on commence la scène. Là, à ce moment-ci, ils sont nus au lit. Donc, on y va dans des... c'est ça, c'est un petit peu plus actuel avec ce qui se passe au cinéma dans ces années-là. Puis c'est sûr que dans le monde du thriller des années 90, on est un petit peu plus habitué à voir à l'écran là, la nudité, les échanges sexuels et la violence, bien sûr, qui était moins commune en 60. Il y a un petit peu plus d'accent qui est mis sur les antécédents des personnages. Par exemple, il y a une scène où on voit Norman Bates avec un psychologue et il tente d'expliquer un petit peu sa vie. Donc ça donne un petit peu plus... En tout cas, le but, c'était de créer de la profondeur dans le personnage de Norman Bates, mais moi, je trouvais que c'était intéressant de pas avoir trop de contexte. On en a. La scène finale de l'original, c'est le psychologue de la police qui explique de façon vraiment comme un film de Scooby-Doo tout ce qui s'est passé, puis pourquoi. Mais ça, il enlève son masque. Ben en fait, c'est que c'est classique de ces années-là, donc on dirait que ça détonne pas trop. Okay, oui, et puis ça marche parce que c'est une vraie révélation, en fait. Oui. Alors que c'est pas absurde. Là, j'ai l'impression qu'avec cette scène-là qu'ils ont rajouté, ils essayent... puis je trouve, c'est ça qui est dommage, c'est qu'avec le temps, on a... ça arrive souvent dans les films d'horreur, je sais pas vous, puis c'est ça qui me déçoit, puis c'est ça pour moi qui détermine un bon d'un moins bon film d'horreur, c'est que on a tendance à prendre le spectateur par la main. Et ça m'énerve à un point, je veux pas que tu m'expliques mot pour mot qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je trouve que la scène avec le psychologue qui a été rajoutée où Norman Bates explique ses antécédents de jeunesse, je trouve que c'est prendre le spectateur par la main puis c'est un peu rire de nous. Pour moi, c'est pas réussi. C'est pas réussi, c'est pas un ajout qui fonctionne. Donc, sinon, dans les autres changements, la musique a été reprise par Danny Elfman, notamment. Et un autre compositeur là, qui s'appelle Steve Bartek. Donc, encore une fois, très actuel. Puis, Danny Elfman, expérimenté dans la musique de films là, d'horreur. Puis, on a retiré toute l'espèce de musique d'ambiance au début. Donc, les scènes, c'est des scènes classiques où deux personnes se parlent puis il n'y a pas de musique nécessairement en background à ce moment-là. Voilà. Fait que, tu sais... Honnêtement, les critiques vont un peu dans mon sens. Il y a moins de suspense, un petit peu moins de tension, un petit peu moins de profondeur psychologique au personnage que l'original. Donc, pour moi, c'est un genre de 6 sur 10. Un 3 sur 5. C'est rare. Je suis habituellement plutôt généreuse. Mais j'ai pas... J'ai avancé des scènes, puis ça m'arrive pas souvent, mais pour le bien de l'émission de ce soir, je l'ai regardé au complet. Puis dans le fond, ce qui se voulait un hommage était plutôt peu réussi en mon sens. Donc voilà, 100% pour l'original. Est-ce que tu penses que quelqu'un de, je sais pas, un gamin qui est né, enfin je dis un gamin, c'est peut-être tout à fait un gamin, mais maintenant, mais quelqu'un né dans les années 90. Qui découvre le film, est-ce que tu penses que pour lui ou pour elle, est-ce que le film aura la même puissance, la même force que l'original, par exemple, si disons qu'il ne voit vraiment absolument pas l'original, qu'il n'en a pas connaissance et qu'il tombe sur ce film, est-ce que tu penses que c'est potentiellement un classique en puissance, son existence du premier, enfin son existence? Je pense pas qu'il va trouver que c'est un si bon film comparé à d'autres films qu'il y a de ces années-là qui sont excellents. Je trouve qu'il se démarque vraiment moins. Mais ça, c'est mon avis. Mais c'est pas, j'en ai vu plein d'autres aussi. J'ai de la misère à me détacher de ça. Mais, ouais. Moi, je l'ai vu à une époque où, tu vois, quand je séchais sur des vieux films cultes, en noir et blanc, souvent,
j'avais tendance à me tourner vers les remakes. Ça m'arrivait de faire ça, de passer, de m'affranchir de l'original et de mater les remakes, tu vois. Là, c'est un des rares films où j'ai fait l'inverse. Et effectivement, je suis comme toi, je me dis que j'ai bien fait de le faire. Parce que quelque part, j'ai encore des souvenirs très puissants, très forts de Psychose de l'original. Et au contraire, j'ai vraiment... Tu vois, quand tu m'as dit que c'était Vince Vaughn qui avait joué Norman Bates, en fait, ça m'a sauté au visage. J'ai fait, mais oui, putain, c'est vrai. Et j'avais totalement oublié ça. Ouais. C'est que c'est pas mémorable. Il est pas mémorable, le film, tu sais. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des scènes qui restent, puis peut-être qu'on accroche à l'original, fait qu'on s'en souvient. Mais pour moi, c'est pas un film qui me donne envie de le revoir. Alors que le premier, puis je veux dire, c'est le même film. C'est le même film. OK? C'est juste que il était pas intéressant à regarder, le deuxième. Je sais pas comment le dire. Ça manquait de structure, d'éléments de suspense. Puis c'est drôle parce que, tu sais, oui, ils ont changé d'acteur, puis mais il y a quelque chose à propos du Norman Bates son nom c'est Anthony Perkins. Yes. Anthony Perkins. Il y a quelque chose à propos de ce personnage-là qui est vraiment creep. C'est ses yeux, c'est son petit regard que Vince Vaughn, bien que, je veux dire, on va lui donner tout le mérite qu'il a besoin, là, il est pas capable de reproduire ça. Bah, on voit, là, j'ai mis, je sais pas si tu vois la rediff du live, en fait, mais j'ai mis côte à côte la photo des deux Norman Bates. Et effectivement, ouais, bon, il y a pas photo en vrai. Il me fait penser à Jack Torrance. L'original, il est flippant. Et oui, effectivement, il y a un peu de Jack Torrance de Jack Nicholson. Ouais. Exactement. C'est les yeux, c'est les regards qui font. En fait, je me demande s'il a essayé de jouer ça, parce que c'est peut-être ce qu'il s'imaginait de. Tu sais, c'est pas un gars de film d'horreur, Vince Vaughn. C'est pas son registre habituel. Fait que je me dis, quand on lui a demandé de jouer un tueur fou, qu'est-ce qu'il s'est imaginé, puis à quoi il a essayé de ressembler? Parce qu'il a dit qu'il était pas capable de faire ou de reproduire ce que Anthony Perkins a fait. Ça a été nommé. On dit non, mais fais-le à ta façon, incarne le personnage comme tu l'entends. Puis à plusieurs moments, moi, je me dis, on dirait du Jack Torrance. C'est vrai. Après, Jack Torrance, tu vois, dans Shining... son surjeu, en fait, il est exceptionnel et il est vraiment... dans le film, il passe absolument crème. Genre, par contre, voir Jack Torrance dans Psychose, en fait, c'est vraiment pas ma came. D'autant que je me souviens de la première fois que tu vois Norman Bates, en fait, dans le Psycho original. En fait, c'est pas un personnage qui, de prime abord, est inquiétant, tu vois, c'est ça, en fait, qui est... il fait vraiment gendre bien sous tout rapport... il vit avec sa maman. Bon, il est un peu triste, une vie un peu triste, mais il est pas flippant en fait. Il devient flippant au fur et à mesure du film. Ouais, puis pas explicitement en fait. C'est parce que on se rappelle que jusqu'à la toute fin, on n'a pas trop conscience que c'est lui en fait le tueur là. Donc il est un peu flippant, il est un peu louche. Dans le fond, tu sais, il évite les questions. Il a l'air louche, mais il est pas nécessairement inquiétant, creepy, épeurant. Ça va être vraiment plus, on se pose des questions, on le sait qu'il est impliqué, puis il a l'air, en fait, c'est qu'il a l'air tout au long du film de protéger sa mère, comme si c'était elle. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est elle à l'intérieur de lui là, mais c'est ça qui est vraiment intéressant. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils ont vraiment réussi à nous montrer la dualité, hein, dans le fond, du personnage de Norman Bates, comme le bon garçon, mais en même temps, quelqu'un qui fait vivre, dans le fond, une vision de sa mère qui a intériorisé au travers de lui, là. Donc, au niveau psychologique, c'est vraiment super intéressant. Mais surtout à une époque où, en plus, je pense que le thème de la maladie mentale était pas forcément abordé au cinéma. Ultra tabou. Ou alors de manière totalement caricaturale, en fait. Et ben, peut-être que ça faisait du bien, effectivement, de voir ce genre de sujet abordé. Alors, en fait, ça reste, à mon sens, un peu caricatural. Ça l'est forcément, en fait, nécessairement. Mais disons que c'est quand même très bien amené dans l'histoire et c'est pas grotesque, en fait. Voilà. Non, c'est très, très, très bien amené. Puis, j'ai beaucoup aimé.
Donc, pour ceux qui se posaient la question, en conclusion, les premiers slashers considérés sont Black Christmas et Halloween. Halloween, de 78. Voilà. Donc, j'ai plein d'autres choses à dire, mais je pense que, tu sais, c'est des trivia, là. On va passer plutôt à Massacre à la tronçonneuse, que j'ai bien hâte de t'entendre. Massacre à la tronçonneuse, l'original, c'est un film que j'ai vu trop tôt. Absolument, merci Freud. C'est un film que j'ai vu beaucoup trop tôt. C'est un film que j'ai vu... Alors, déjà pour commencer, petite fiche technique, le film il est sorti, si je me trompe pas, en 76 ou en 78. 74. Mon Dieu. C'est une encyclopédie. 1974, absolument. Donc c'est un film qui est sorti 14 ans après Psycho. Donc c'est un film qui est sorti dans les années 70, à une époque où le slasher était commençait tout juste à se répandre. C'est un film qui raconte l'histoire d'un groupe de 4-5... attends, ils sont combien ? Ils sont 2, 3... Ils sont 5, c'est 5 adolescentes ou jeunes adultes plutôt, qui sont en van et qui vont se rendre en fait en campagne dans un bled paumé du Texas, revisiter la maison de leur enfance, la maison d'enfance de deux des personnages du groupe. Ils arrivent dans un bled, ils prennent quelqu'un en stop et en fait il s'avère que le gars est complètement dérangé et ils finissent par le larguer ils flippent de cette histoire. Ils s'arrêtent à une station essence pour mettre de l'essence parce qu'ils sont bientôt en rade, mais la station d'essence n'a pas d'essence. Et du coup, ils se retrouvent bloqués dans cette petite ville, dans ce petit village, en fait, qui est un village totalement mort, qui a vécu pendant des années de l'exploitation de bétail, en fait, qui tuait du bétail pour la grande alimentation, pour les grandes industries agroalimentaires. Et en fait, depuis que de nouvelles techniques de mise à mort des animaux censées être moins douloureuses pour les animaux et moins stressantes ont été mises en place, en fait, tous les gars du coin sont paumés parce qu'ils ont perdu leur boulot. Et du coup, ces jeunes gens vont arriver au mauvais endroit, au mauvais moment, et ils vont tomber sur une famille d'anciens bouchers, charcutiers, enfin tueurs d'animaux du coin, qui vont... Edgar Cutier. Edgar Cutier. Qui vont les démonter un à un, notamment à la tronçonneuse, mais pas que. Donc oui, je disais que j'ai vu ce film beaucoup trop tôt. Déjà, en fait, c'est marrant parce que tu parlais de Psycho et du fait que c'est adapté plus ou moins librement de l'histoire de Ed Gein. En fait, c'est le cas de beaucoup de films de cette époque. C'est Norman. Oui, puis le truc du boucher, c'est quand même, on s'entend d'ici, là, ouais, définitivement. Mais c'est pas pour les mêmes aspects, mais c'est le même gars. Ils ont pris d'autres aspects du film. En fait, je pense que Hitchcock, tout ce qu'il s'est refusé à faire, ils l'ont fait dans... Disons que c'est un film de moins bon goût, de moins bon goût quand même, Massacre à la tronçonneuse, et c'est pas plus mal parce que j'aime aussi vraiment quand c'est gore et quand ça part dans tous les sens. Mais du coup, ils ont pris... Quand même 14 ans plus tard, je pense que le public était avec. Ouais. En plus, vraiment, on était en plein dans les années hippies. C'est un film qui parle il y a plus vraiment de tabou en termes de nudité, en termes de drogue, en termes de gore. Il y a moins de suggestions que dans Psycho. Oui. Beaucoup moins. Quoique, ils ont fait avec les moyens du bord, donc on voit... En fait, c'est pas le premier, c'est pas le film le plus gore de sa catégorie, parce que... pas parce qu'ils voulaient pas trop en montrer, mais parce qu'ils avaient pas nécessairement les moyens. Massacre à la tronçonneuse, c'est typiquement le genre de film fauché, en fait, avec un tout petit... vraiment un tout petit budget, des acteurs qui sont pas connus du tout, voire qui sont absolument pas des acteurs professionnels. Il y a pas de cadreur, ils ont pas de steadicam. En fait, c'est un peu un film qui me fait penser à la jeunesse d'Evil Dead, où en fait, en gros, c'est vraiment un film de potes.
Et ça donne un aspect au film un peu presque documentaire. Il y a des longs plans séquences. Très réaliste. En fait, c'est extrêmement réaliste au point que moi, quand j'ai vu le film adolescent, on me l'avait un peu vendu comme... tu vois, c'est un peu comme L'Exorciste. On m'avait vendu ça un peu comme une histoire vraie. Et en fait, quand tu vois le film, quand t'es adolescent, je pense t'as peu de moyens de prendre de la distance et de te dire qu'en fait, ce que t'es en train de regarder une fiction. Je pense que très longtemps, après le visionnage, je suis resté persuadé que j'étais tombé sur un snuff, en fait. Ah ouais, hein. Parce que le film, il est violent, il est crasseux, il est glauque et il est très, il est très, voire trop réaliste. Il y a une forme, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'était vraiment l'aspect documentaire du film, en fait. C'était vraiment sur un film qui suit un groupe de jeunes gens. Il y a, je saurais pas comment expliquer, mais le film, il m'a vraiment cueilli par plein d'éléments, même visuels, en fait. Tu vois, je te parlais tout à l'heure du côté Ed Gein. Mm-hmm. En fait, ils se sont servis un peu de cet imaginaire et de tout cet aspect dans l'histoire. En fait, ils ont la famille de dégénérés dont je t'ai parlé, donc qui est composée il y a 2 enfants, donc il y a le gars qu'ils ont pris en autostop au début, qui est complètement chelou, qui a une énorme tache de vin qui lui déforme le visage. T'as Leatherface, oui. Qui est le personnage le plus connu de la franchise, que tout le monde connaît, qui a un visage en peau humaine et qui se balade avec une tronçonneuse. T'as le père, dans l'original, qui est entre guillemets le plus normal quasiment. Enfin, disons que c'est lui qui paraît le plus inoffensif, même si c'est un... Mais l'est-il? Non, clairement non. Et t'as aussi du coup le grand-père. Et autre clin d'œil à Psycho, t'as la grand-mère aussi qui est morte dans le grenier et qu'ils ont gardé. Ouais, je sais pas comment je pourrais qualifier ce film. Aujourd'hui, je l'ai maté avant-hier pour les besoins de l'enregistrement. Et j'ai passé un putain de super moment encore une fois. Un film qui a... c'est sûr. Qui a 60 ans bientôt. Qui a 60 ans. Attends, non, qui a 50 ans, pardon, excuse-moi. Et j'ai passé un super moment, quoi. Le rythme est incroyable. En fait, les décors sont incroyables. Les personnages sont incroyables. Leatherface, en fait, c'est un boogeyman absolument culte. J'ai l'impression que personne ne l'a surpassé depuis, en termes d'identité, d'iconisme. Il est insurpassable pour moi. Il est insurpassable. Et d'ailleurs, les suites lui ont apporté encore plus de corps. On aime ou pas les suites, d'ailleurs. Et c'est un personnage qui a évolué, en plus, avec la saga, qui a beaucoup évolué, notamment sur la question de son genre, sur plein de trucs. Enfin, il est vraiment incroyable, ce film, pour plein de raisons. Tu sais, tout à l'heure, quand je parlais de la profondeur, mettons, des personnages, tu sais, dans les anciens films, dans les nouveaux films, tu sais, si on peut faire un lien avec Psycho encore, c'est que ils ont tenté de donner la profondeur à Norman Bates en lui inventant comme un backstory. Puis dans l'horreur, tu sais, les premiers slashers, dans le fond, on voyait pas de backstory. C'était vraiment la personne tue et dans le fond, c'est un fou furieux qui tue tout le monde. Mais dans le lore du film d'horreur, on s'est mis à s'intéresser un petit peu plus à la psyché humaine et dans les suites des films d'horreur, que ce soit Halloween, que ce soit Massacre à la tronçonneuse et tout, que ce soit Hannibal, on s'est mis à s'intéresser à qui sont ces personnes à mesure que la psychologie des criminels, la criminologie avançait. Donc, en fait, c'est ça devient, et c'est ce que initié, je crois, l'intérêt général pour tout ce qui est true crime, parce que dans le fond, on s'intéresse au backstory de tout le monde. Bref, c'est super intéressant parce que j'avais lu justement que Psycho a été un des instigateurs justement de vouloir s'intéresser à un personnage, un antagoniste complexe. C'est comme le premier antagoniste dans lequel il y avait de la substance. Puis par la suite, notamment dans Massacre à la tronçonneuse, on a voulu donner un backstory aux antagonistes.
Bah, en plus, a posteriori, si tu veux, quand tu regardes le film une première fois, et surtout quand t'es un adolescent, t'as pas conscience de tous les enjeux. Et puis en fait, après, tu grandis, t'apprends que le film, il a été tourné plus ou moins dans le contexte de la guerre du Vietnam. Ouais. T'apprends que avec l'industrialisation, en fait, il y a beaucoup de bleds des États-Unis et du Texas notamment, en fait, qui se sont retrouvés sur la paille, qui ont perdu des emplois. Et en fait, avec du recul, tu apprends que le film, en fait, te dit plus que ce qu'il te donne plus que ce qu'il te montre, en fait. Et en gros, c'est marrant parce que c'est pas un film qui avait vocation, je pense, à traiter de sujets sociétaux, à traiter de la folie, du rapport de force entre les classes. Mais en fait, le produit, c'est un produit qui a été écrit dans cette période, en fait, par Toby Hooper. Et Kim, je sais plus qui était le co-scénariste. Je vais trouver ça tout de suite. Kim Henkel, voilà, pardon. Et en fait, c'est un film qui se veut brutal, totalement idiot et juste violent et gore, mais qui en fait, avec le temps, dévoile plein de choses de son époque. Et je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien qu'avec du recul, en fait, que ça soit devenu un film culte, qui puisse être vu encore aujourd'hui, compris, analysé par des gens, et que ça soit pas réduit à un pur produit d'exploitation, alors que initialement, vraiment, c'est un pur produit d'exploitation. Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, c'est une commande de studio. C'est un script qui a probablement dû être écrit en quelques jours. Sur des feuilles volantes. Enfin, c'est vraiment c'est un film qui partait pas du tout avec les bonnes cartes en plus, parce que pas d'acteurs pro, pas de maquillage, enfin très peu de maquilleurs sur le projet. C'est vraiment la conjonction de plein d'éléments qui se sont réunis au bon moment, qui ont contourné efficacement en fait les contraintes. J'ai vu le making of, en fait, il disait qu'il y avait des scènes qui étaient absolument affreuse à tourner. Il y a des scènes de torture notamment. L'actrice, c'est Marilyn Byrne, il me semble, si je me trompe pas. En fait, elle se fait attacher, elle se fait malmener, elle se fait frapper, elle se fait torturer, elle se fait couper. Enfin, et c'est des scènes en fait de torture frontale qui durent longtemps. Et quand je te disais tout à l'heure que les acteurs étaient mal protégés à l'époque, c'est que en fait les acteurs masculins, donc la famille de dégénérés, en fait les acteurs, ils étaient réticents, ils avaient pas en fait, ils avaient peur de faire mal à l'actrice. Et il y avait une telle ambiance sur le tournage, une ambiance tellement pesante. Les réalisateurs qui étaient aussi, Toby Hooper, c'était aussi un réalisateur débutant en fait, ils étaient tellement insistants. Et même l'actrice était insistante en disant mais allez-y, vraiment frappez-moi, c'est pas grave, donnez le maximum. Enfin ça peut plus exister ce genre de film en fait. Non. Ça peut plus exister. Et c'est un contre-courant là de tu sais c'est comme je sais pas si t'as vu là, puis ça a peut-être mon rapport là, mais il y a comme une tendance en ce moment à ce que sur certains films, je veux dire, il y a des scènes de sexe réelles, là, tu sais, pour ajouter du réalisme. Ah ouais? Mais il y a toujours un contre-courant à tout, là. C'est que là, justement, on veut protéger. Fait que là, il y a des genres de films plus indépendants, avec d'autres paramètres. C'est un peu étrange. Fait que, tu sais, à chaque époque, je pense qu'il y a le tout et son contraire, là. Puis tu sais, j'encourage pas du tout là, les acteurs à avoir des pratiques qui peuvent être dangereuses ou dans lesquelles ils sont pas à l'aise, mais je sens que c'est arrivé un peu à toutes les époques, là. Oui, je pense, et dans plein de genres différents, mais c'est vrai que j'avais été marqué, j'ai été marqué par le making of, voilà, par l'ambiance en fait, par le don des comédiens qui, encore une fois, je le répète, n'étaient pas forcément des comédiens professionnels, en fait, qui se sont blessés, et même émotionnellement, en fait, qui se sont donnés au point de plus, parfois, faire exactement la distinction entre leurs personnages. Enfin, c'est vraiment un film qui en dit beaucoup plus sur son époque, en fait, qu'on pourrait le soupçonner de prime abord.
Et puis c'est aussi un exutoire incroyable avec des scènes de violence gore. Enfin vraiment c'est un tout. Je l'aime encore aujourd'hui. Voilà, j'aurais pu. Tu vois, il y a typiquement des films que j'ai découverts à une époque et qui aujourd'hui m'importent plus, que j'ai plus envie de voir, que j'ai revu parfois et qui m'ont déçu. Ce film, en fait, pour moi, ça reste une masterclass du début à la fin. Tout est vraiment parfait, idéal, le rythme, même les scènes de massacre, en fait, sont pas forcément sanglantes, mais elles sont systématiquement brutales et choquantes. Il y a des scènes où juste de voir des gens se faire assommer, en fait, c'est filmé de manière tellement réaliste et naturelle qu'en fait, ça me met dans un état de malaise constant. Vraiment, c'est ça qui ressort du film, un état de malaise constant. Et du coup, je comprends pas pourquoi je le considère comme un classique et pourquoi je l'aime autant. Parce que mais c'est réussi dans le fond, tu sais, ça induit les bonnes émotions au bon moment dans le fond. C'est ce que j'entends. Et pour parler du remake du coup, du remake qui est sorti en 2003. Oui. Le remake est un petit miracle parce que il partait pas très bien à mon sens. Donc c'est un remake d'un film culte dans les années 2000. Il y en a pas eu beaucoup qui se sont pas ramassés. La plupart se sont ramassés. Ça aurait pu être extrêmement mal tourné. Ce qui est génial en fait avec le remake, c'est que du coup ils ont fait le pari inverse qu'avec Psycho en fait, c'est qu'ils se sont dit on va pas reproduire le film original, c'est impossible, ça n'a aucun intérêt. Et du coup en fait on va autour des mêmes thématiques plus ou moins réactualisées, avec des nouveaux personnages. On va refaire le film. Est-ce qu'ils ont pris les personnages du film de 86? Il y a des caméos. Mais il n'y a pas d'acteur, il y a aucun acteur du film original à part le caméo. Mais le deuxième, mettons, Massacre à la tronçonneuse 2 de 86. Ouais. Je sais pas si dans celui de 2003, c'est un remake de l'original ou de comme tout ce qui est venu avant. Je pense que c'est un remake de l'original à proprement parler. Ok. Après, tout à l'heure, dans le chat, quelqu'un disait qu'il y avait un nouveau remake qui était sorti sur Netflix, en 2022, que j'ai pas vu, qui est vraiment pas bien à ce qui paraît. On va pas le regarder. On veut pas gâcher ça. Mais l'esthétique, ce que j'ai aimé beaucoup entre l'original puis le remake, c'est que l'esthétique hippie est restée. Oui, en fait, c'est ça, c'est que ils ont gardé la même esthétique. Ils sont restés à l'époque. Ils ont pas cherché, ils ont pas cherché à réactualiser l'histoire et à la situer dans les années 2000. Pour moi, ça aurait été un échec, en fait, de faire ça. Ouais, ils ont gardé les années 70, ils ont gardé le traumatisme du Vietnam, ils ont gardé le même discours sur les petites villes littéralement abandonnées par l'industrie, par les industries. Ils ont gardé, il y a le traitement de la folie dans les familles où il y a un des enfants ou un des parents qui a une maladie mentale. Comment tu vois, ils ont rajouté un petit enfant sauvage dans le remake. Je sais pas si tu l'as vu récemment ou pas. Qui était pas présent dans l'original et qui est un peu l'antagoniste de la famille, en fait. Il appartient à la famille, mais il l'élève un peu comme un chien, le pauvre. Et du coup, il devient un allié pour les personnages du film. Je trouve que c'était une bonne idée de rajouter ce personnage. Il y a des personnages qui sont plus nuancés. Le père, c'est plus le boucher du coin, en fait, c'est le shérif. Et en fait, ça amène des scènes géniales où, du coup, ils sont en recherche d'une autorité parce que ils ont assisté à des drames, à des meurtres. Ils cherchent une autorité, ils cherchent les flics, en fait. Et quand ils tombent sur le shérif, ils pensent que c'est la fin, qu'ils sont sauvés. Et en fait, le réal, en fait, pendant un certain temps, il va maintenir cet état, il va maintenir cette certitude, et en fait, il va la briser. C'est tellement bon. Ouais. Et il y a un passage, dans un passage, il y a une scène, en fait, où tu sens le shérif qui vrille, en fait.
Et tu te dis, ok, là en fait, le remake m'amène dans une autre direction que l'original, et c'est trop bien. C'est vraiment génial. J'adore ce remake. Déjà parce que je suis amoureux de Jessica Biel. Ah ben oui. Voilà. faut dire les choses. Elle était très jeune et dans son pic, comme on dit. Je sais. En fait, je t'avoue que je suis pas renseigné sur ce qu'elle a fait après mais ouais, elle est très belle dans le film. Mais moi, quand j'étais ado, j'étais amoureux d'elle. Elle s'est mariée à Justin Timberlake. C'est vrai? Ils sont toujours ensemble? Oui. Incroyable. C'est un très beau couple, en tout cas. Les deux, ils vont très bien. Je suis pas du tout étonné. Mais ouais, bref. En plus, c'est pareil, les acteurs, c'est des acteurs sur lesquels tu paries pas initialement. Jessica Biel, à l'époque, elle était chanteuse. Je sais pas si elle était déjà actrice. Je ne pense pas. Je sais pas. Je ne suis pas sûr, en tout cas. Ah si, elle faisait 7 à la maison, je crois. Pardon. Mais bref, des acteurs de série, des acteurs qu'on n'avait pas vus ailleurs pour certains. Donc Paris gagnant encore une fois, et excellent film en fait. Excellent film qui garde toute la saveur de l'original, mais qui arrive à réadapter le truc, le discours. Ils utilisent aussi dans l'original, il y a beaucoup de dialogues qui ont un rapport avec l'exploitation du bétail. La grosse industrie c'est comment on appelle ça? L'élevage? Ah merde. Ouais, c'est un élevage, mais c'est l'élevage et quand ils tuent les animaux, bon, enfin, l'abattage, voilà. Les abattoirs, en fait, là et on les voit pas du tout dans l'original. Là, dans le remake, ils y vont frontalement. Et il y a des scènes, en fait, où ils se battent dans l'abattoir et qui mettent en scène des carcasses d'animaux. Enfin, c'est assez gore, je trouve, pour un film des années 2000, qui est pas, en plus, qui est pas rated R. Je pense pas. Je sais pas. Je vais aller voir. Ah, il y a quand même eu des prix, hein, ce film. Bah, c'est pas étonnant. En fait, il fait partie vraiment, hein. Ouais. Il a gagné 4 victoires. Best Horror Films en 2004. Best Actress pour Jessica Biel. Bah ouais. Puis, Best Actor pour Eric Balfour, qui était dans Six Feet Under, d'ailleurs. Qui jouait Kemper, qui paraît qu'il y a un personnage très attachant et bon, il meurt, hein, spoiler. Mais sa mort en fait arrive vraiment à un moment. Oui, en plus, je sais pas si je vais le spoiler. Ce film est plus récent, donc potentiellement il y a des gens qui l'ont pas vu. Mais disons que même quand il meurt, il revient sous une autre forme. J'ai trouvé ça génial en fait, parce que c'est un truc que l'original n'avait pas fait non plus. Quelle scène quand même. Ouais, il y en a qui savent pas de quoi on parle, faut voir. En plus, qui aurait pu être vraiment risible en fait, qui aurait pu être drôle et qui aurait pu péter le film. Et en fait, c'est pas drôle du tout, c'est glaçant. Oui, puis l'ambiance, puis la musique, puis il y a des silences juste avant qu'ils mettent la... Tu sais, on s'entend que au niveau de la production, ça fait très 2003, là, donc tu sais, on est dans... C'est Michael Bay. Michael Bay fera pas les choses à moitié, il se fait des films d'action. Il n'y a pas tant d'explosions d'ailleurs. Il n'y a pas d'explosion, mais je pense qu'il est capable, avec la musique, tu sais, comme comment il présente ses affaires, d'aller chercher vraiment le suspense au travers aussi des... pas juste des images, mais de l'ambiance sonore du film. Non, il est très réussi. Hein. Box Office, je suis en train de regarder du coup s'il a marché ou pas. Box Office US. J'ai que les entrées, je sais pas s'il a rapporté. Mais en cumul, il a fait 73 millions de spectateurs. Je pense que c'est pas mal en vrai. Le premier a connu un énorme succès. Budget de 140 000 $ US pour le film. C'est un petit budget. Ben ça c'est... Ah oui, tout petit. Généré 30 millions au box-office. Donc, toute une réussite. Le remake a généré 107 millions. Pour un budget t'as vu le budget? Mais déjà, oui, il s'est un peu cassé la gueule en vrai. Il y avait c'était quand même 9,5 millions de dollars pour le film. Oh, ça va. Ils ont fait 107 millions. Oui, bon, ça va.
Donc, je pense que ils ont quand même fait de l'argent. Puis, tu sais, on se rappelle, en 2003, toi, t'avais 18 ans, tu l'as dit tantôt. On était un peu dans le même type de monde. Tu sais, qu'est-ce qu'on faisait le week-end avec les amis? Je veux dire, il y avait pas de série, il y avait pas... Tu sais, aller au cinéma, c'était quand même un truc. Donc oui, tu sais, quand il y avait des nouveautés qui sortaient, on allait au cinéma, là. Ouais. Moi, je crois que c'est plus tardif. Je crois que j'avais vu à la maison, celui-là, j'avais vu en DVD ou en téléchargement. Je crois que mon premier film d'horreur au ciné, c'était le Saw 3, je crois. Oh, mon doux. Ouais. Là, j'ai attendu très longtemps avant d'aller faire des films au cinéma. Moi, je suis un cinéphile vraiment pour tout flard à la maison avec un DVD ou un Blu-ray. Du coup, je l'ai loupé au cinéma. Mais il a bien marché. Écoute, j'étais pas sûr parce que les films des années 2000, les films d'horreur, il y en avait une palanquée, et en plus des remakes, il y en avait énormément. Donc, mais pour moi, c'est le meilleur. Il a bien marché. C'est le meilleur. Tu sais, il y en a. C'est kiff avec La colline à des yeux d'Alexandre Aja. Colline à des yeux. Et il y en a d'autres aussi là, qui ont beaucoup eu d'impact là. Final Destination. Oui. Oui, clairement. Puis un autre qui était un petit peu plus indé, que j'ai entendu dans un autre podcast récemment, que je me rappelais plus que ça existait, mais Légendes urbaines. Légendes urbaines. Ah, ben si. Il y en a eu 3. Je les ai revus il y a pas longtemps avec... Le premier est sorti à peu près en même temps là, que ça. Là, on parle de 2001, peut-être 2002. C'était aussi excellent. Je sais pas ce qu'il y avait, les films dans le début des années 2000. Là, certains films de ce type-là, il y avait comme... Je sais pas. Mais c'est peut-être moi qui est nostalgique de ces années-là où ça me faisait plus d'effet. Non, mais c'était l'époque parfaite. On était adolescents. Pour nous, c'était parfait, en fait. À l'époque, en fait, en gros, le slasher, il a vécu dans les années 80. Il s'est pété la gueule au début des années 90. Ça marchait plus du tout. Wes Craven est revenu avec Scream. Plus ou moins, Scream, c'est quoi? C'est 98, si je me trompe pas. Dans ce coin-là, ouais. Scream 1, là. Scream 1, c'est 96, pardon. Ah ouais. Donc, début 90, les films se cassent la gueule. Enfin, il y a plus de slasher, en fait, depuis un petit moment. 96, Scream revient, et là, en fait, il y a une débandade de films d'horreur, et tous avec des concepts, tous très méta, en plus, parce que c'était la mode de... Scream avait relancé la mode des films d'horreur méta, des slashers méta, et moi, c'était du pain béni pour moi. C'était du pain béni. Il y a Immortel Saint-Valentin, Légendes urbaines, Destination finale. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à cette époque qui était fou? Je sais ce que t'as fait l'été dernier. De Faculty. Oui. Rappelle-toi l'été dernier en France, ça s'appelait. Ouais. Ah, je sais ce que t'as fait l'été dernier. C'est plus évocateur. Je sais ce que t'as fait l'été dernier en vrai. Mais oui, tous ces films-là, ils sont trop bien en vrai. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que c'était des bons films, mais je pense aussi que ça s'insérait dans un contexte où, effectivement, on était ados, il y a un aspect social associé à regarder un film avec les copains, soirée ciné, excitation, ça fait un peu peur et tout. Ce qui fait qu'il y a un aspect très nostalgie pour nous, peut-être, des films des années 2000, fin des années 90, qui, peut-être, si on n'avait pas cette vision-là, ça a probablement teinté comment on voit les films, en fait. On a grandi avec ça. Mais, en tout cas, j'espère qu'on est suffisamment objectif pour dire que Massacre à la tronçonneuse, le remake, est un excellent remake. Oui. Je suis sûr je suis convaincu de pas être le seul à l'avoir adoré, hein, ce film. Après, il a pas marché. Enfin, disons qu'il a... là, les critiques spectateurs sont pas exceptionnels, j'avoue, j'ai regardé. Mais ça sont mitigés. Puis tu sais, c'est ça, c'est tout le temps ça. Quand il y a des remakes, le public est souvent mitigé parce que t'as toujours des gens qui vont pas adhérer au changement, aux nouvelles façons de faire. La même chose que pour les adaptations de livres à films. T'en as toujours qui vont préférer l'original, qui vont dire que ça a pas respecté l'original. En général, moi, je trouve que c'est généralement bien les adaptations, sauf Twilight. C'est la pire adaptation qui ait jamais existé.
Mais sinon, pour les autres, parce que pour vrai, c'était une série de livres qui était très bien écrite et excellente. Quoique, tu sais, ça a mal vieilli, mais c'était bon. Moi, je les ai jamais lus. Je les ai vus, par contre, mais c'est des livres de petites filles. C'est des livres de petites filles qui explorent les thèmes de la romance avec l'homme inaccessible. Là. C'est du livre de petites filles. Là. C'est sûr que t'aimerais pas ça à lire. Mais ça reste que pour la clientèle cible, c'était bien. Moi, je suis très pour les adaptations. Mais des fois, c'est ça. Les remakes, c'est un peu la même chose. Tu vas avoir du monde qui vont adhérer juste à l'original. Puis t'as du monde qui vont être un petit peu plus ouverts à la nouveauté, là, puis qui vont prendre à bras ouverts tout ce qui est nouveau. C'est comme quand un band sort un nouvel album, puis que là, ils ont changé un peu le son, ben t'en as toujours qui seront jamais contents, puis t'en as d'autres qui vont accepter ça. Oui, évidemment. Mais puis c'est un cycle, en plus, au-delà de parler des remakes... En fait, j'en parlais il y a pas longtemps avec des amis. De toute façon, un remake... À partir du moment où tu le vois en tant qu'adulte, genre je saurais pas comment expliquer ça, mais aucun des films que j'ai vus en tant qu'adulte, et même des très bons films qui m'ont marqué, qui m'ont imprégné par leur message, je pense le dernier qui m'a vraiment fait ça, et c'est un film qui date, il a plus de 10 ans maintenant, c'est Her de Spike Jonze. Tu vois, pour moi c'est un film culte, absolument génial, que j'ai regardé de nombreuses fois. Même quand je l'ai découvert, en fait, je l'ai découvert en piratage. J'ai ensuite été le voir au cinéma. Ensuite, j'ai été amener ma meuf au cinéma pour le revoir. Enfin, c'est un film vraiment qui m'a marqué. Et pourtant, jamais il prendra la place d'un film que j'ai vu dans mon adolescence ou dans mon enfance. Et ces films-là, en fait, ils sont aussi, pour moi, en tout cas, ils sont cultes parce que je les ai visionnés à des moments de mon existence où j'étais totalement perméable. Ouais, c'est ça. Tu vois, visuellement, il y a des films, je m'en souviens absolument par cœur, en fait. Et ça, même avec toute la volonté du monde, même face aux meilleurs films du monde, en tant qu'adulte, jamais je pourrais retrouver cette sensation, tu vois, ce truc. Et donc, de toute façon, c'est vain, en fait. À partir du moment où c'est vain, moi, j'ai arrêté. Quand je vais voir un remake, j'en attends plus rien parce que de toute façon. Ou une suite, genre je suis fan de la saga Alien par exemple, quand je vais voir des aliens au cinéma, j'y vais plus disons que voilà, j'ai plus envie d'être déçu et du coup je leur accorde plus la même importance que j'aurais pu leur apporter il y a 10-15 ans par exemple, quand j'étais plus jeune. Ben écoute, c'était super intéressant de pouvoir parler de ces deux films-là avec toi, Kurt. Donc oui, Psycho et Massacre à la tronçonneuse ou Texas Chainsaw Massacre, comme tu dirais. Et merci à vous, cher public, d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode de Passion Frisson spécial film culte avec Kurt de Podcast Obscurum. On se retrouve pour la saison 2 de Passion Frisson en février 2025. J'ai très très hâte de partager avec vous mes nouvelles découvertes sur le thème de l'étrange et du macabre. Cet épisode, si vous aimez ce type d'épisode-là, je vous invite à me laisser des commentaires et aussi à me dire sur quel film vous aimeriez qu'on travaille. Kurt et moi, on a peut-être l'intention de le faire un petit peu plus souvent, ce type d'émission-là, de se parler ensemble, de décortiquer un peu des films, d'aller un petit peu dans nos impressions, tout ça. Donc, très ouvert à le faire si l'intérêt est là de votre côté. Et dans un autre ordre d'idées, j'aimerais remercier les personnes qui ont acheté une vilaine boule noire sur mon Patreon. Donc, si vous souhaitez vous aussi participer au succès de l'émission et que vous avez envie de me payer l'équivalent d'une location de film, vous pouvez le faire en vous rendant sur le Patreon de Passion Frisson. Vous pouvez aussi évidemment suivre le journal des sorties et mes autres collaborations au @XARAPOD. Et vous pouvez aussi bien sûr suivre les aventures de Kurt et son podcast Obscurum
à commercial Obscurum Podcast. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir été à l'écoute jusqu'au bout et je vous dis à tout bientôt.